Bienvenue dans le Studio du Fondé. Vous voyez derrière moi, et aujourd'hui je démarque avec les écouteurs, donc c'est un peu spécifique. Nous sommes dans un contexte où nous allons parler de quelque chose de très important. En 1995, le 31 mars, Mathieu Kassovitch un Français, a sorti un film intitulé La haine. Dans la bande-annonce de ce film, c'est un texte qui m'a beaucoup intéressé. On dit exactement ceci. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble du haut de 50 étages. Au fur et à mesure de sa chute, l'homme se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le plus important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage en fait. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je pense que cette situation, c'est la situation de notre pays. Depuis une trentaine d'années, nous sommes en train de tomber. Ouais, on ne se rend pas compte. Parfois, on se rend compte, on va dire que sous Mobutu, c'était grave, sous Kabila, c'était encore pire, sous Tshisekedi, c'était encore pire. Le mot plus pire n'existe pas, la phrase plus pire n'existe pas, mais on va l'employer dans ce contexte. Certains vont contredire, et extrêmement, exactement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont dire ah non, Kabila avait fait pire, pardon. Ainsi de suite, on aura un débat cacophonique avec, c'est comme si des cymbales qui retentissent pour assourdir un peu notre raison finalement. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? En réalité, nous chutons. Et malheureusement, quand on chute, comme l'exemple de M. Kassovitch que je viens de vous donner, on ne se rend pas compte de là où on est. On se dit un peu, jusqu'ici, tout va bien. Et comme il dit, le plus important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Malheureusement, c'est même le cas ici. Le plus important pour le Congo aujourd'hui, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Or, si vous chutez d'un immeuble de 50 étages, à moins que vous soyez Spider-Man ou bien, je ne sais pas, Captain America, votre atterrissage ne va pas être très intéressant. Mais il est peut-être temps qu'on devienne Spider-Man. Pour devenir Spider-Man, je sais que les nations sont bâties par la force de leur masse. Mais beaucoup plus important, les grandes nations sont bâties par une élite qui sait modeler et diriger la force de ces masses. Et malheureusement, au Congo, c'est ce qui nous manque en fait. Ça, c'est mon diagnostic. Or, depuis quelques années, dans cette société congolaise, j'ai commencé à remarquer qu'il y a des gens, une race des Congolais, une race en voie de disparition malheureusement, qui luttent, qui résistent, qui ne veut pas se laisser emporter par la masse. Cette race est capable de s'arrêter au rare feu rouge sur le route de Kinshasa. Elle laisse passer ceux qui sont le plus pressés à prendre la deuxième bande. Cette masse respecte les fils, tente de donner les leçons. Vous en avez beaucoup sur Twitter. On les appelle même des donneurs de leçons. Mais en fait, ce sont des citoyens qui, malgré la déliquescence ambiante de notre société, refusent de céder, refusent la fatalité. Cette rare masse, cette rare race des Congolais s'est dit non, moi je vais jouer un rôle pour changer ces pays. Alors, dans cette tranche avec le fondé, les interviews, nous allons aller à la rencontre de ces Congolais. L'idée, c'est effectivement d'avoir une certaine trempe de gens, même des gens non connus, de ceux qui sont à l'université, des jeunes gens à l'école. Pourquoi pas avoir des interviews, avoir des conversations avec ces mondes pour essayer ne serait-ce que de construire un écosystème d'éveil collectif. Il faut qu'on se réveille, pas l'éveil patriotique à la Pasteur Mukuna avant de finir dans une Jeep filmée. Non, l'idée ici, c'est que nous ne puissions pas avoir des mises en avant dans une récupération politicienne. Et moi, dans mon rôle, comme je l'ai dit au début, j'ai rêvé de ces métiers pour pouvoir aider les Congolais à mieux s'informer. Je me suis peut-être perdu en chemin dans des querelles, notamment dans les positions politiques ou dans des combats que j'ai livrés. J'ai peut-être perdu en crédibilité selon certains, mais je peux vous garantir une chose, c'est que j'aurai toujours la lucidité de me remettre en cause. J'espère que ça fait partie des qualités ou des prérequis pour pouvoir continuer à être un bon citoyen dans ce pays, ce qui est mon leitmotiv principal. Alors pour le premier numéro de notre rencontre avec ceux qui, d'après nous, essayent quand même de réfléchir différemment, j'ai ciblé un jeune homme qui va faire beaucoup
de polémique, je l'espère pas. Je vais rencontrer Patrick Kanga. Je suis allé le rencontrer pour qu'il m'explique un peu qui il est, surtout premièrement, c'est en quoi il croit. Qui est Patrick Kanga? Pourquoi est-il obligé de rester dans une formation politique nommée PPRD? Une formation politique qui a refusé de nommer Liaou, qui a refusé de nommer le meilleur d'entre eux en privilégiant des gens comme Moussa Mondo. Une formation politique qui est dirigée par le même cadre et les mêmes dirigeants qui ont perdu les élections en 2019. Une formation politique qui refuse d'échanger. Une formation politique qui a refusé, qui a échoué au pouvoir, mais qui aujourd'hui semble être aussi invisible dans l'opposition, comme s'il avait le don de ne pas bien faire les choses. Qu'en reste-t-il des kabylistes? Que pense-t-il de la révision de la Constitution que le président Félix Tshisekedi veut initier? J'ai posé ces questions à Patrick Kanga, non pas dans l'idée de les confronter, mais surtout dans l'idée de l'écouter, puisque même les ennemis, même les pires d'entre nous, en tout cas à partir du moment où nous sommes dans ce contexte de cette émission, où nous estimons qu'ils ont quand même une certaine logique derrière, peuvent nous enseigner, peuvent nous édifier sur certaines choses. À Kinshasa, dans le centre-ville, je suis allé à sa rencontre pour qu'il nous explique tant soit peu qui il est, en quoi il croit, et comment, surtout pour terminer, il voit l'avenir du Congo. Suivez Patrick Kanga et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour M. Patrick Kanga. Bonjour M. Choukra. Comment avez-vous personnellement vécu la perte du pouvoir par, entre autres, le PPRD, la coalition, le départ du président Joseph Kabila du pouvoir? Comment l'avez-vous personnellement vécu? Il y a comme eu un sentiment d'inachevé d'un homme discipliné qui a un certain rêve pour ce pays, mais qui n'a pas su implémenter à la mesure de son rêve et des objectifs qui s'étaient assignés sa vision pour la RDC. Il y a eu un sentiment d'inachevé, mais il y a eu aussi ce sentiment absolu de faire entrer finalement la RDC dans les arcanes de la démocratie. La bataille a été tellement rude. En 1960, déjà, on accède à l'indépendance. Quelques mois après, il y a déjà eu une rupture démocratique. C'est quelques mois. La rupture démocratique se fait quelques mois après l'indépendance de notre pays, avec l'assassinat de Lumumba et tout ce qui s'ensuit comme crise. Ensuite, il y aura le président Kasavubu qui va rester là presque de manière protocolaire. Mobutu prend le pouvoir. Et de 1965 à 2006, le Congo n'avait plus jamais été dans un fonctionnement démocratique. Un fonctionnement démocratique dans le sens traditionnel du terme. Je ne dis pas que de 1965 en 2006, il n'y a rien qui s'est fait. Il y a peut-être eu des grands travaux sur certains domaines. C'est une approche historique, il faut le reconnaître. Mais nous n'étions plus en démocratie. Mzee Kabila, lorsqu'il mène sa lutte, il inscrit le rapatriement du pouvoir entre les mains du peuple comme l'élément principal de son combat. Il faut restituer le pouvoir au peuple. Il faut restituer la rupture qui a été faite entre 60 et toutes les années qui ont succédé à l'indépendance. Et au-delà de tout, la réunification du pays, au-delà de ce qui a été fait sur le plan économique, social, même pendant la dictature, on peut faire des prouesses économiques et sociales. Toutes les économies du monde qui évoluent ne sont pas des démocraties. Mais nous, la démocratie était un élément important que nous devions absolument atteindre. Donc, au même moment, il fallait développer le pays sur le plan économique, social, sécuritaire, réorganiser l'ossature de l'État. Mais au même moment, on avait ce combat, cette volonté, cette soif démocratique, elle est congolaise. C'est depuis les années 60, même avant, qu'il y a cette soif démocratique. On a vu les Kimbangu, les Kimpavita, avec Léopold II. Cette soif démocratique a été congolaise. Finalement, je me dis, la démocratie, c'est dans notre essence. C'est quelque chose de... La liberté, pour le Congolais, c'est quelque chose de primordial. Je peux même dire de congénital.
Parce que même le maréchal Mobutu, tout maréchal qu'il était, il a vécu des moments difficiles ici à Kinshasa, avec les étudiants de l'UPEN, des étudiants de l'UNIKIN, avec l'Église catholique. Donc, il y avait ce sentiment de restaurer la démocratie qui était parmi les piliers principaux du combat que menait le président Kabila. Donc, par ce fait, il ne pouvait que colmater les brèches de notre démocratie. Donc, il devait respecter la Constitution. Donc, après ces 2 mandats constitutionnels, il devait partir. Parce que ça aurait contrarié absolument le combat pour lequel il s'est battu. Ce que je sais, c'est que dans ses discours précédents, Jeune Afrique, il parlait déjà de la volonté de respecter la Constitution. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a... Non, entre-temps, il faut savoir qu'il y a 2 choses qui se passent. Le président Kabila n'a jamais tenu un propos ou des propos personnels où il a parlé de la volonté de changer la Constitution, de la volonté de changer la Constitution pour que lui reste au pouvoir, et ce de manière indéterminée. Il ne l'a jamais dit. Non seulement qu'il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais fait. La preuve, aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Il gérait tout l'aéropage étatique de notre État. D'autres utilisent cela à des fins que vous connaissez. Cela n'a pas été fait. Donc, je me dis, il y avait cet objectif démocratique, il y avait ces enjeux et ces défis sociaux et économiques. En janvier 2019, lorsque nous assistons à la remise et reprise, nous sommes là. Pour moi, c'est un jour historique. C'est un jour historique. Le Congo fait le choix de la démocratie. Ce jour-là, nous scellons le pacte de la démocratie. Maintenant, après ce jour-là, il y a d'autres jours. Ce travail de sceller la démocratie doit demeurer. C'est le travail de qui? De tous les Congolais. Il a semblé y avoir une sorte de fusillade, je peux dire, entre guillemets, même si c'est une image, ce n'est pas concret, entre d'abord les gens qui ont été hérités de cette alternance. On parle même de votre camp, le PPRD. On a eu des scènes où on ne peut pas nous intimider et qui ont conduit au débranchement d'un ministre. Vous savez, c'est notre première alternance. Les gens n'ont pas été de bonne foi. Même. Là, vous parlez du PPRD? Non, je ne parle pas du PPRD. Je parle de tous nos amis, de tous nos partenaires internes, internationaux. Lorsqu'il y a eu les premiers soubresauts, je ne livre aucun secret, avec le vice-premier Shoki Tound, une fois, avec un parterre de diplomates africains, l'ambassadeur ghanéen nous a dit, vous savez, lorsque nous, on a connu notre première alternance, c'était un peu comme ça. Suspicion par-ci, suspicion par-là. Rolanx va faire ça, tel va faire ça. C'était des suspicions permanentes. Lorsqu'on a connu notre deuxième alternance, ça s'est amenuisé. Lorsqu'on a connu notre troisième, on tendait vers la normalisation. Et lorsqu'on a connu notre quatrième, c'était devenu quelque chose de normal. C'était la première alternance du Congo. Première expérience qui a tenu plus que l'après 30 juin 1960, qui n'a tenu que quelques mois. Nous, on a tenu... Mais c'était la première alternance. Ça, la politique, il y a les normes et il y a les usages. Les usages, parfois, sont plus que la norme. Parce que ça devient une habitude. Lorsque vous avez l'habitude de vous lever chaque matin et de prier avant de faire quoi que ce soit, ça ne sera plus un élément contraignant pour vous. C'est une habitude. Or, nous,
Jusque-là, nous n'étions que sur le plan de la norme. Or, il faut que des choses deviennent des habitudes. Et les habitudes se créent dans le temps. Lorsque le président Félix Tshisekedi ne sera plus président, il y aura 2 anciens présidents. Lorsque le 3e président ne sera plus président, il y en aura 3. Et donc, le 4e qui viendra, lorsqu'il voudra faire des choses, les 3 autres lui diront « Non, monsieur, écoute, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on a vécu telle chose, nous, on a vécu telle chose, on n'a pas fait ça comme ça. » Voilà pourquoi, dans nos sorties, nous disons souvent qu'il faut sceller le pacte républicain interne. Le Congo n'a pas d'autre allié que le Congolais. Kasavubu et Lumumba ont fait face à des problèmes avec les Occidentaux et les autres. Mobutu est venu chouchou des Occidentaux, on le reçoit aux États-Unis, dans les ranchs privés. Il est parti. Mouzé vient, ennemi des Occidentaux. On connaît la séquence, Madeleine Albright, Mouzé Kabila. Joseph Kabila, à un moment, on l'accueille partout. Jacques Chirac, Georges le SIAT, on donne l'impression qu'on est en ordre de sainteté. Et puis à un moment, il y a un clash. Aujourd'hui, on a des gens qui ont dit non, vous vous êtes trompé. Le président Félix vient, il dit non, c'est vous qui étiez difficile. Ce n'est pas les Occidentaux, c'est vous qui étiez difficile. Il embrasse une méthodologie diplomatique. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation sécuritaire particulière. Nous n'avons pas l'impression que l'approche diplomatique a conduit à des résultats qui sont de nature à nous permettre à résorber cette problématique. C'est pour dire quoi, au final? C'est que la classe politique doit comprendre que le problème, ce n'est pas toujours celui qui est à la tête du pays. Mais le problème fondamental, c'est le Congo. Mais quand le Congolais considère que celui qui est en face de lui, l'autre Congolais qui est en face de lui, c'est lui le plus grand problème, alors il n'a pas compris le problème. Or, nous sommes dans ça. Si vous lisez avec beaucoup d'attention le discours d'au revoir du président Kabila, il parle des forces progressistes. Il dit il faut que nous soyons unis pour faire face aux différentes menaces externes. Et aujourd'hui, nous sommes devant cette éventualité, les mêmes menaces externes. Évidemment, est-ce que vous regrettez qu'il y ait eu cette fissure entre le président Félix Tshisekedi et son C'est pas un regret prédécesseur personnel, c'est un regret citoyen. C'est pas un regret personnel, mais c'est un regret citoyen. Je pense que le Congo est grand, il est même très grand. Avoir une grande structure politique qui allait rassembler des gens qui sont quasiment d'une même idéologie politique. Étienne Tshisekedi a combattu la dictature. Mouzé Kabila a combattu la dictature. Chacun avec son appréhension. Tel se réclame de gauche, sociodémocrate. Tel se réclame de gauche, sociodémocrate. On met une coalition. Il y avait des bases de convergence. Ce que je dis, ce sont des bases de convergence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de base de divergence. Mais j'ai pris les bases de convergence. On avait des bases de convergence assez soutenables pour que la mayonnaise finisse par prendre. Avant d'y ajouter Kabou et Kabari. Bon, ça je ne sais pas. La mayonnaise pouvait prendre dans le temps. Un grand parti ne peut pas être un parti moniste où vous avez des individualités qui se ressemblent. Parce que même entre des jumeaux, il y a des différences de comportement. J'ai des jumelles, elles ont des différences de comportement. Alors, on n'a pas donné beaucoup de chance à cette structure, qui aurait pu finalement se muer en une grande structure de stabilité dans le temps, au sein de laquelle auraient pu s'organiser des débats de nature démocratique, sans faux-fuyant et sans parti pris pour l'intérêt du pays.
cette rupture a eu lieu. Et ensuite, le président Félix Tshisekedi a géré les pays seul avec sa coalition. Vous êtes aujourd'hui toujours dans la politique, toujours au PPRD, en tant qu'opposant, on va dire. Quelle est votre lecture de cette gestion? On parle d'abord du premier mandat et puis surtout depuis la réélection du président. Comment voyez-vous les choses en fait? Premier mandat, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Le président Félix, lors de son discours, il a lui-même parlé de ne plus refaire les erreurs du passé. Le peuple a été témoin des difficultés que nous avons eues sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Alors, nous avons cette lecture, qui est une lecture dépolitisée, mais qui est une lecture réelle, en phase avec la réalité. La situation du pays s'avère de plus en plus difficile. Il y a un second mandat qui s'entame. Nous n'avons pas pris part au processus électoral de 2023. C'est ce qui nous conduit à ne pas nous prononcer régulièrement sur les conséquences de ce processus. Parce que nous devons rester cohérents avec nous-mêmes. Nous nous exprimons parfois de manière citoyenne sur l'évolution factuelle des choses, mais il sera très difficile pour nous de nous exprimer de manière structurelle sur les conséquences de ce processus. Parce que il est utile à un moment donné que la classe politique évalue ce qu'a été le processus de 2023 et qu'est-ce que cela a apporté au niveau du pays, au niveau de la cohésion nationale. Dès qu'il a été réélu, le président Félix Tshisekedi a parlé de la révision ou de la modification, ça dépend du mot que chacun utilise, de la Constitution. Mais il a semblé tout de suite que le parti que vous représentez ou dans lequel vous évoluez semble être opposé finalement à cette idée, beaucoup même au sein de l'opposition. C'était la même position que les autres ont adoptée, y compris le président Félix Tshisekedi quand il était opposant. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui autour d'une révision, autour de la Constitution? On va commencer par là. Qu'est-ce que vous pourriez dire en fait finalement sur ce débat? La Constitution du 18 février 2006 a un esprit et a sa lettre. Dans quel contexte cette Constitution se rédige? Nous venons de vivre 32 ans de pouvoir concentré entre les mains du maréchal Mobutu. Nous avons connu la guerre avec plusieurs factions armées au niveau de notre pays. Finalement, le pays est divisé en 4. Nous allons à Sun City, après Gaborone, Lusaka et autres. Nous allons en Afrique du Sud. Nous dégageons un accord politique qui rassemble quasiment toutes les tendances politiques existantes au niveau de notre pays. Et on dit pour la stabilité de notre État, pour que nous ne revivions plus les crises de légitimité, pour que nous ne revivions plus l'instabilité du pays. Voilà ce que nous convenons tous ensemble. Et on rédige cette Constitution. Cette Constitution a permis la stabilité de l'État et le renforcement de la cohésion nationale pour un pays qui était en voie d'éclatement. Et depuis 18 ans, je pense que nous avons beaucoup à être reconnaissants à cette Constitution. Mais elle n'est plus la même. J'évolue. J'ai dit au début que la Constitution avait un esprit et la lettre. L'essentiel, c'est de préserver l'esprit et la lettre. Techniquement, je ne peux pas dire qu'une constitution n'est pas révisable. Ce ne serait pas sincère de ma part. Nous avons révisé la Constitution sur certaines questions. Notamment une question fondamentale. Sur certaines questions. Mais nous n'avons jamais touché à l'esprit
et à la lettre. Si, quand on supprime un deuxième tour. Nous n'avons jamais touché à l'esprit Bien et à la lettre. Quand on supprime un deuxième Joseph tour. Kabila n'a pas fait 30 ans de pouvoir. Non. Non, je finis. Je dis, nous n'avons pas touché à l'esprit et à la lettre. Si vous nous reprochez à nous d'avoir supprimé le second tour, si on nous dit aujourd'hui que la révision constitutionnelle va porter sur la réinclusion du second tour, on sera tout oui. Parce qu'ils ont la latitude, parce que vous nous l'avez reproché. Mais depuis lors, personne n'a pensé à remettre le second tour. Ça veut dire que nous n'avions pas totalement tort. Avec un tour, les élections nous coûtent près d'1 milliard. Avec second tour, je me demande combien ça va nous coûter. Alors on n'a pas de priorité, on n'a rien à faire, faisons que des élections. C'est un argument. Il y avait un argument économique, il y avait un argument sécuritaire. Notre démocratie est fragile. Les États-Unis font des élections à un tour. Ça n'en est pas moins. Ça n'en est pas moins. Nous ne sommes pas plus grands que les États-Unis, ni en géographie, ni par l'étendue, ni par le nombre d'habitants. Non, voilà, donc c'est encore un mode de scrutin encore moins démocratique parce qu'il y a au même moment les citoyens qui votent directement, mais qui votent des grands électeurs et les élections se jouent à ce niveau-là. Donc ça veut dire que la légitimité, c'est simplement le reflet des urnes. Le plus important, c'est que le reflet des urnes puisse être respecté. Donc, j'ai dit, la révision constitutionnelle, je ne suis pas dans le mysticisme des réformes. Naturellement, je suis un homme qui aime les réformes. Naturellement. Mais je vous ai dit dès le départ, il y a l'esprit, il y a la lettre. Quand on respecte l'esprit et la lettre, qui ont milité à la rédaction de cette constitution, si on dit les sénateurs, ça commence maintenant à devenir une affaire de corruption à ciel ouvert. Alors, au lieu que ce soit que les députés provinciaux qui vont les élire, on va agrandir cela à tous les grands électeurs. Commençons par les élus communaux, municipaux, députés provinciaux, même les députés nationaux. On met tous les élus du peuple, ça va constituer l'électorat des sénateurs. Qu'est-ce que ça... Pourquoi ça nous gênerait? Si on dit, bon, au lieu qu'ils soient élus par un corps des grands électeurs, ils seront élus par les peuples comme les députés. Ok. Ça ne touche ni à l'esprit, ni à la lettre de la Constitution. On dit, les gouverneurs, ils sont trop dépendants des assemblées provinciales, qui les mettent parfois dans une situation d'instabilité. Il faut trouver un mécanisme en déant lequel ils sont élus directement par le peuple, où la motion doit être présentée et justifiée de manière rationnelle au niveau du gouvernement central avant son entrée en vigueur. Lorsqu'il y a eu la loi sur la libre administration des provinces, il y avait un débat. Est-ce qu'il fallait que le gouverneur soit le représentant numéro 1 de la province et celui du gouvernement central? Parce qu'il y a d'abord une confusion. Les gouverneurs n'ont jamais été les représentants du président de la République en province. C'est une grosse fausseté, il faut la corriger. Les gouverneurs sont les représentants du gouvernement central, pas du président de la République. Voilà pourquoi certains se comportent en despotes en disant « je suis le petit président du coin ». Je suis le petit président du coin. La loi sur la libre administration des provinces parle de représentants du gouvernement central. Mais le problème, c'est donc, il y avait ce... On n'a pas vraiment établi un certain cas de collaboration entre le gouvernement central et les gouverneurs, notamment. Bien sûr, la Constitution détermine plusieurs questions de collaboration. Alors, il y avait le débat, est-ce que le gouverneur devait porter ces deux casquettes ou est-ce que nous devions avoir le gouverneur qui est le numéro 1 de la province et le directeur de province qui aurait été, lui, le représentant du gouvernement central. Les gens, lors du débat, ont dit non, ça allait faire double emploi, on allait avoir chevauchement, il y aurait eu conflit. Non, que l'on donne les deux casquettes au gouverneur, qui soit au même moment le numéro 1 de la province, et au même moment, il a l'autre casquette,
de représentants du gouvernement central. C'est l'option qui a été prise. Est-ce qu'il faut revenir par un besoin du gouvernement central d'avoir un œil sur la province? Est-ce que nous devons revenir sur les débats préliminaires qui ont été faits avant l'adoption de la loi sur la libre administration de province? Le débat existe. Dans les annales parlementaires, nous avons ces divergences qui ont été évoquées. Là encore, ça ne touche ni à l'esprit, ni à la lettre de la Constitution. Mais voilà. D'abord là, on parle de ce qui ne touche pas à l'esprit et à la lettre. Mais l'article 220, voilà, vous allez dire ça. L'article 220 vient circonscrire l'esprit et la lettre de la Constitution. Elle évoque les matières qui sont en fait la source même de cette Constitution. On dit, faites tout ce que vous voulez dans le but d'améliorer la démocratie, dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'État, dans le but d'améliorer le social, dans le but de donner plus de liberté aux individus, dans le but de donner plus de garanties aux citoyens. Mais ça, n'y touchez pas. C'est comme Adam et Ève au Jardin d'Éden. Faites tout ce que vous voulez. Mais cet arbre-là de la connaissance, n'y touchez pas. C'est ça l'esprit et la lettre. Lorsque vous voudriez... Malheureusement, c'est ce qui s'en est suivi. Ils ont été chassés du paradis. Alors, lorsque vous diminuerez les pouvoirs des provinces, restreindre les pouvoirs, lorsque vous toucherez au nombre de mandats et à la durée du mandat, lorsque vous toucherez à l'indépendance du pouvoir judiciaire, lorsque vous toucherez à la séparation des pouvoirs, là, vous aurez touché à l'esprit de la Constitution. Et c'est comme une boîte de Pandore. Dès que vous l'ouvrez, on ne sait pas ce qui en sort. Donc moi, je ne suis pas dans une réponse mécanique. Non, pas de révision. Non, il y a des matières qui peuvent subir une révision. Je ne parle pas pour ceux qui sont là qu'aujourd'hui. Je parle dans le cadre de l'État. Qui que ce soit, il y a des matières qui peuvent faire l'objet. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. La Constitution de 55, 56, je ne sais plus, en tout cas la Constitution de la Ve République française, a subi beaucoup d'amendements jusqu'à aujourd'hui. On venait de voir les amendements qui ont été constitutionnalisés sur l'IVG. C'est cela la norme étatique. Je ne suis pas dans le fétichisme, mais ne touchons pas à l'esprit et à la lettre, c'est tout. Mais est-ce que le PPRD, notamment la coalition, la famille politique de Joseph Kabila, est-elle prête à de vrais débats autour de cette question? Parce que quand on regarde un peu la formation politique que vous êtes aujourd'hui, c'est comme si vous êtes endormi, c'est comme si vous êtes en vacances. Finalement, parfois vous dites que nous sommes le mal aimé, mais au même moment notre absence vous manque tellement au sein de parce qu'il y a un rôle à jouer quand on est opposant, finalement. Mais bien sûr, mais nous avons le droit de nous concentrer. On se concentre avec le même... Nous avons le droit de diagnostiquer, et puis l'absence que vous évoquez n'est pas une absence tout à fait vraie. Si. Parce qu'on a des acteurs qui participent au débat. Non, je parle, la remise en question déjà, ça fait 7 ans, on va dire 6 ans, pardon, excusez-moi, depuis la perte du pouvoir. Vous avez les mêmes acteurs qui dirigent vos partis, depuis les mêmes qui ont perdu, par exemple, pour le PPRD, le même candidat président qui a perdu. Est-ce que on ne sent pas une remise en cause, en fait? Bien sûr, nous sommes allés à Lubumbashi en 2019. Évidemment, avec une cellule de crise, il y a toujours une cellule de crise. C'est pour le FCC, c'est à la suite de la rupture FCC-Cash. Et jusqu'aujourd'hui... Nous, en 2019, nous sommes allés... il y a eu un congrès qui devait se faire. Nous sommes allés... Mais vous avez parlé du PPRD, je vous en parle. Nous sommes allés en 2019 à Lubumbashi pour faire le diagnostic. Nous avons évalué, nous avons fait des diagnostics, nous avons fait des recommandations. En 2021, si je ne m'abuse, il y a eu 2 sessions du bureau politique, 2 ou 3. Il y a eu la première session qui a été dirigée par le président Kabila lui-même. Il y a eu la deuxième session qui a duré 3 jours, qui était dirigée par le sénateur Ekanga. Nous avons fait des diagnostics et il s'en est sorti des réflexions. Je ne peux pas vous en parler tant que ce n'est pas rendu public.
Mais ne pensez pas que le besoin et la nécessité de réformer notre parti n'a jamais été à l'ordre du jour. Si je vous le dis, si je vous le dis, c'est faux. Donc nous réfléchissons tous les jours dans le cadre structurel et même informel avec certains camarades. Nous sommes conscients des enjeux, nous sommes conscients de notre rôle et nous sommes conscients des changements qui doivent s'opérer dans notre manière de faire pour nous améliorer, parce que nous sommes une structure perfectible. Nous ne sommes pas une structure parfaite. Donc nous avons cette volonté de nous améliorer et nous prenons en compte les vues exprimées par nos concitoyens. Vues exprimées par les concitoyens. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a finalement, disons, le régime, on va dire, a un nouveau gouvernement. J'aime pas le mot régime. Évidemment, moi non plus, je n'aime pas, on l'applique seulement. Je l'aime pas parce que c'est un mot qui a des gènes de dictature. Parler de l'administration Tshisekedi, c'est plus convenable. Ouais. Il vient d'avoir un gouvernement très attendu. Il y a aussi au niveau de l'Assemblée nationale un bureau, même si les Sénats traînent un peu le pied. Vous avez tout à l'heure décrit certaines institutions du pays, notamment liées au premier mandat, où le président lui-même avait admis qu'il faudrait changer et il ne faudrait pas répéter les erreurs du passé. Mais comment voyez-vous d'abord ces gouvernements? Comment surtout voyez-vous l'avenir de ce pays sous cette direction-là? L'avenir du pays ne sera pas tributaire de ce que fera ce gouvernement. L'avenir du pays sera tributaire de ce que doit penser la classe politique. Ceux qui sont au gouvernement, ceux qui ont participé à ces élections, nous qui n'avons pas participé à ces élections. Nous sommes un pays particulier qui doit, à un moment donné, se donner des objectifs, des canevas, et définir de manière rationnelle ce qu'elle entend faire pour ce pays. Tant que nous n'arriverons pas à définir une certaine vision stratégique de l'État qui transcende les vues, les courants, tant que nous n'allons pas tous mettre la main pour signer un pacte républicain que personne ne devra violer, le pays vivra toujours dans une certaine fébrilité. Toujours. Est-ce qu'on y arrivera? On doit y arriver. On doit y arriver. On n'a pas le choix. Soit si on n'y arrive pas, nous condamnons ce pays à la disparition. Qu'est-ce qu'il faut finalement? Il faut des hommes. Il ne faudra que des hommes. Et toujours des hommes. Et Joseph Kabila n'a pas pu changer. Qui lui-même l'a dit. Le président Félix Tshisekedi s'est plein de mêmes hommes. Il faut des hommes. Il faut des hommes. Que l'école n'en forme plus, parce que quand on a entendu notre ancienne... Est-ce que l'école fait tout? L'instruction qui n'est pas basée sur l'éducation est dangereuse. La famille doit être remise dans son rôle. La famille, c'est l'autorité du père. Le père doit travailler pour implémenter son autorité. Il y a la question de l'emploi, la question du social. Si la famille aujourd'hui n'existe plus, c'est l'État qui va vers sa perte. Nous, quand on était plus jeunes dans ce pays, dans cette ville, il y a des heures où tu ne pouvais pas circuler. Il y a un certain âge, des endroits où tu ne pouvais pas y aller. Est-ce que ces disparités existent encore dans notre société? À l'époque, un père d'un voisin pouvait te voir en train de faire une bêtise, en train de fumer, et te punir, et te ramener chez toi, et ton père te voit, il renforce la punition. La société, la famille, tout ce qui est aujourd'hui dans la rue, les manières dont nous conduisons, ceux qui conduisent des voitures, ceux qui conduisent les motos, les bus, c'est la famille, c'est des gens qui viennent des familles. L'éducation,
l'éducation. Et cette dégringolade, excusez-moi, toujours de revenir vers le passé, on m'en reproche souvent, mais cette dégringolade a commencé il y a une dizaine d'années. On semble creuser la piscine. Pourquoi personne, et vous surtout, qui avez travaillé avec... Non, les mots du Congo ne datent pas d'une dizaine d'années. Ce serait tellement faux de le dire. Les mots du Congo datent d'une grande... Vous savez, je ne suis pas un historien. Je n'aime pas beaucoup... J'aime l'histoire, parce qu'il faut diagnostiquer les faits sociaux précédents pour dégager des perspectives heureuses pour l'avenir. Mais il ne faut pas rester dans le passé constamment. Ça vous empêche de décoller. Vous savez, aujourd'hui, vous aimez l'Afrique du Sud autant que moi. L'ANC, pour la première fois, ne dispose pas d'une majorité absolue. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés en 95 en Afrique du Sud, en 96, en 2000. Prenons même 2004. L'enfant qui est né en 2004 a 20 ans. Quand vous lui parlez de l'apartheid, qu'est-ce que ça représente à ses yeux? Quand vous lui parlez de Nelson Mandela, quand vous lui parlez de l'ANC, ils ont combattu pour l'apartheid. Il y a au sein de la société des évolutions. Il faut tenir compte de ces évolutions. Aujourd'hui, nous avons une société très jeune, parmi les sociétés les plus jeunes d'Afrique et même du monde. Nous avons une démographie très jeune qui a d'autres besoins, qui a d'autres attentes. Et nous devons tenir compte de ces attentes. Vous savez, on parle souvent de la balkanisation du Congo, la balkanisation du Congo. Mais vous savez, la partie est de notre pays, elle est plus tournée vers l'Afrique de l'Est que vers Kinshasa. Culturellement, la manière de penser, d'agir, ils sont plus en Afrique de l'Est qu'à Kinshasa. Il y a une différence culturelle entre ceux qui sont à Kinshasa et eux qui devient de plus en plus croissante. Et ils se sentent de plus en plus à l'aise avec cette communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, nous devons certainement travailler sur des aspects plus profonds pour recadrer certaines choses. Et quand vous voyez ces gouvernements pour revenir, est-ce que vous avez l'impression qu'il peut quelque chose face à ces problèmes finalement? Vous savez... On ne parle pas du berger allemand qui débarque au palais de la justice. Non, vous savez, j'ai ma personnalité et j'ai mes convictions, même religieuses. Et souvent, parfois, incompris de plusieurs parts. Je ne veux pas m'exprimer sur le gouvernement maintenant. Je suis un citoyen, je vis dans ce pays. J'ai vu un gouvernement sortir. Vous savez, le temps passe. Souvent, je discute même avec des amis. Ah, Patrick, j'ai dit non, je me donne 5 mois. Ça va passer très vite. Dans 5 mois, on va évaluer ensemble. Quand je viens parler 5 mois après m'être tu, je pense que je suis plus légitime. Parce que vous n'allez pas dire, ah, c'est ce que tu attendais. Je ne souhaite pas qu'ils échouent. On n'a pas pris part aux élections. Mais je ne souhaite pas qu'ils échouent. Parce que quand je tombe malade, je me fais soigner ici à Kinshasa. Quand je sors ici, je roule sur les routes de Kinshasa. Quand Goum a été fermé, je ne savais pas aller voir ma mère à ma campagne. Donc je ne souhaite pas qu'ils échouent. S'ils travaillent pour l'intérêt général et qu'ils font de bonnes choses, j'ai toujours dit, dans l'intérêt général, nous y sommes tous. Dans l'intérêt général, nous y sommes tous. Personne n'est venu ici détruire le boulevard du 30 juin parce que c'est Kabila qui l'a construit. Allez, creusons. Partant boulevard Lumumba jusqu'au Bandundu, Kikwit, Pont Loange, Congo central. Tout le monde roule à vive allure là. Il y a quelqu'un qui l'a construit. Dans l'intérêt général, nous y sommes tous. Lorsque des gens se disent travailler pour l'intérêt général, nous avons des appréhensions différentes sur la gestion de l'État. Mais d'emblée, je ne les maudis pas. Parce que d'abord, je suis chrétien. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas parfait, mais je suis chrétien. Je ne les maudis pas. Le bénéfice du doute, comme les juristes disent. Dieu nous prête vie. Dans 5 mois,
Maintenant, on aura la légitimité de parler. Évidemment. On va revenir dans 5 mois pour terminer. Je voulais vous poser une question en rapport avec... Je n'ai pas voulu parler des 100 jours. Tu vois que j'ai été plus gentil. Ces 100 jours, c'est 3 mois. Oui. J'ai rajouté 2 mois. Pour que tu dises pas, Patrick, non, le temps, non. Parce que dans les premiers 5 mois, ou les 3 premiers mois, nous voyons où est-ce que ce gouvernement va. Et on peut vous dire d'emblée que non, là, tel que cet avion a décollé, j'ai vu le moteur dégager un peu de fumée, je pense que cet avion va vers un crash. Parce qu'on a quand même vu l'avion faire le taxi, prendre la vitesse de croisière, on a vu l'avion décoller, et le décollage était bien, et l'avion prend sa vitesse de croisière. Mais quand on voit que l'avion, pendant qu'il fait le taxi, il accélère, pendant que les trains de pneus rentrent, on voit un pneu tomber, la tour va vite appeler pour dire il y a un problème, il faut faire un atterrissage d'urgence. Donc, ils sont en train de faire le taxi, ils vont bientôt prendre la vitesse, ils vont décoller, nous allons observer le décollage, si ça se passe bien, et on verra dans les radars si la vitesse de croisière est bien une entreprise, et on va voir s'ils ne vont pas disparaître des radars. Et à ce moment-là, on va maintenant sortir pour donner un avis. J'estime que c'est plus légitime. Ce n'est pas parce que des gens n'ont pas été gentlemen à notre égard que nous ne le serons jamais à leur égard. Moi, je pense que chaque personne doit avoir son identité. Et je pense que nous avons notre identité. Et pour terminer, Patrick Kanga se voit où dans le futur ministre de Tshisekedi? Non. Vous savez, on ne sert pas l'État qu'au pouvoir. Là, je sers l'État. Je sers l'État. Une fois, j'ai fait un tweet, j'ai dit, lorsque la politique sera, moi, une affaire d'indemnité, de cortège, de prestige, et que ce sera qu'une affaire de service, on aura fait un pas. Je ne conçois pas la démocratie que dans l'exercice des fonctions. Le président Tshisekedi n'en a pas exercé beaucoup des fonctions d'État avant d'être élu. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à l'opposition et qui ont, par leur opposition, également servi l'État. Des gens comme Valentin Moubaké, j'ai beaucoup de respect pour lui. N'a-t-il pas servi l'État? N'a-t-il pas contribué à la démocratie de notre pays? Je pense qu'il a servi l'État. Il n'a peut-être pas été Premier ministre, il n'a peut-être pas été ministre. Les maîtres Mukendi, c'est des gens qui étaient à l'opposition, ils ont servi l'État. Il n'a pas exercé des fonctions d'État de grande envergure. Je me vois dans... Combien d'années vous avez dit? 5 ans, on va dire. Dans 5 ans, je me vois en train de servir l'État. De la même manière, avec la même tempérance. Toujours avec Joseph Kabila? Avec les mêmes convictions. Toujours avec Kabila? Toujours dans la même famille politique. Je le souhaite. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Kanga, de nous avoir accueillis chez vous ici à Kinshasa. C'était un grand plaisir. Voilà, nous avons suivi Patrick Kanga. Si vous avez quelqu'un qui aimerait s'exprimer, il faut nous écrire. Bien évidemment, ça sera sélectif parce que nous sommes quand même dans un pays où aussi on peut se retrouver dans un exercice comme ça à une course de visibilité. Sachez que je ne fais pas de visibilité ici. C'est gratuit, ce n'est vraiment pas payé et nous sélectionnons en fonction effectivement de notre besoin de comprendre de notre utilité. La prochaine fois, nous allons recevoir quelqu'un qui est du côté de Félix Tshisekedi et ainsi de suite, on va alterner ceux des mouvements citoyens, en tout cas. Ceux qui aimeraient bien venir échanger avec nous, nous les aurons. Merci beaucoup, c'était Les Fondeurs. On se retrouve bientôt avec le nouveau média qui remplace Politico.cd sur nos plateformes. Je vous expliquerai bien évidemment dans quelques jours de quoi s'agit-il et surtout le nouveau nom. Tenez-vous bien, le Congo sera toujours à l'honneur. Pour le Congo, pour la liberté, et merci à tous, merci à ceux qui se battent pour nous soutenir. À bientôt.